Pauline était une femme adorable qui vivait de l'autre côté de la rue. Nous n'étions pas proches quand nous étions jeunes, car elle avait 5 ans de plus que moi, mais nos parents étaient amis. Je pense qu'elle m'a aussi gardé en babysitting quand j'étais plus jeune. Quand ma mère a appris que Pauline était fiancée, elle m'a tout de suite envoyé aider pour l'enterrement de vie de jeune fille. Pauvre maman. Elle pensait que j'étais comme ça parce que j'étais trop souvent entouré de garçons, et que je devais apprendre à être plus féminine, mais elle avait tout faux. C'est à l'événement que j'ai appris que Pauline et son futur mari avaient fait un serment de sang. Mais qu'est-ce qu'un serment de sang, lui ai-je demandé. Le premier à mourir vient prendre la vie de l'autre dès qu'il le peut. M'a-t-elle expliqué, en faisant tournoyer sa bague en rubis autour de son doigt. N'est-ce pas trop sinistre? Et si vous finissez par divorcer et épouser quelqu'un d'autre? Lui ai-je demandé. Nous le ferons pas, nous sommes des âmes sœurs. M'a-t-elle assuré. Sa naïveté la rendait incroyablement belle, mais je me sentais vraiment mal d'avoir 21 ans et de penser que j'étais tellement plus mature qu'une personne de 26 ans. Je n'ai pas insisté, mais elle continue à parler de lui sur un ton rêveur. William aimerait ci, William aimerait ça. Et ainsi de suite. Son ton rêveur m'a presque fait croire que les âmes sœurs existent pour vrai, et que l'on peut faire en sorte que la personne que l'on aime le plus nous suive jusqu'à la mort sans problème. J'ai rencontré les amis de Pauline, et on a fini par passer du bon temps entre filles. Pauline nous a expliqué qu'elle croyait que l'on pouvait se réveiller dans l'au-delà et commencer à contrôler les choses avec notre esprit. Bien sûr, tes souvenirs seront un peu flous, A-t-elle précisé. mais c'est pour ça qu'on fait le serment de sang, pour qu'on puisse s'en souvenir. Et comment l'un fera-t-il revenir l'autre, lui ai-je demandé, comme si j'y croyais. J'aime croire qu'on aura des ailes. A-t-elle répondu. Tout cela était terriblement stupide quand j'y repense, mais Pauline avait quelque chose en elle qui faisait que tout le monde était attentif et s'émerveillait de ses paroles. Malgré la différence d'âge, on a fini par devenir de bonnes amies. Je pense qu'on était enfin à un âge où cela n'avait plus d'importance. Comme j'étais à l'université, mais que je vivais chez mes parents et que je n'avais pas besoin de travailler, j'avais beaucoup de temps libre pour l'accompagner aux essayages de robes de mariée, à la dégustation de gâteaux et à toutes les petites choses qui constituent le monde des mariés. Pauline était une future mariée agréable et ne paniquait jamais. Elle était juste ravie d'épouser l'homme de ses rêves et voulait que ce soit aussi joli que possible. Petit à petit, j'ai compris son dévouement pour William, et il était tout aussi fou d'elle, si ce n'est pas plus. Quand ils étaient ensemble, le monde semblait plus lumineux et plus chaleureux. Finalement, le jour du mariage est arrivé, environ 6 mois après son enterrement de vie de jeune fille. Pauline et William avaient pu inviter tous ceux qu'ils voulaient pour leur plus beau jour. Pas un de plus, pas un de moins. Je me suis senti un peu honoré d'être là. Toutefois, le jour qui était supposé être celui le plus heureux n'est malheureusement jamais arrivé. Quand Pauline est arrivée, en retard comme toute mariée, il y a eu des chuchotements et de l'inquiétude. William n'était pas encore là. Le sourire de Pauline n'a pas faibli, parce qu'elle était complètement sûre qu'il ne la laisserait jamais tomber. Mais je pouvais voir qu'elle était inquiète. Les demoiselles d'honneur, ses deux plus proches amies depuis le lycée, ont commencé à faire des appels pour essayer de savoir ce qui se passait avec William. Ils ont vite remarqué la présence des parents de William, mais pas de son frère. Le frère de William était censé conduire le marié dans le cadre de ses fonctions de témoin, et il n'était toujours pas encore arrivé. C'est peu de temps après que la nouvelle est sortie. Une voiture sport a brûlé un feu rouge et a foncé directement dans la voiture du marié. William, assis dans le siège passager, est mort sur le coup. Quant à son frère, il a été emmené à l'hôpital, mais son état était critique. Lorsque la nouvelle dévastatrice est tombée, tout le monde a voulu la réconforter. Tout le monde a voulu désespérément protéger son cœur précieux. Mais elle était trop déchirée. C'était tellement dur pour tout le monde. Le frère de William avait survécu, mais il est devenu tétraplégique à vie en raison de graves lésions de la moelle épinière. Juste après le mariage qui n'a finalement jamais eu lieu, les parents de Pauline et William se sont occupés de vendre la maison qu'ils venaient d'acheter. Pauline a continué à vivre avec ses parents. Ils travaillaient encore les deux dans un bureau. Alors ses autres amis et moi avons commencé à nous relayer pour lui tenir compagnie lorsque ses parents n'étaient pas à la maison. J'ai fait de mon mieux pour être là pour ma voisine et amie, mais elle n'était juste pas là. Elle vivait dans l'illusion, et la seule chose que l'on pouvait voir, c'était sa désolation. Je n'ai jamais vu une tristesse aussi profonde et déchirante. Pauline a refusé d'enlever sa robe.
Elle passait toute la journée à la fenêtre, à attendre William, et toute la nuit à pleurer, parce qu'il lui manquait désespérément, tous les jours. Elle espérait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il se réveille de l'autre côté et se souvienne de l'emmener avec lui. C'est pourquoi elle ne voulait pas l'enlever sa robe. Il était mort en costume de mariage, alors elle voulait partir elle aussi avec sa robe de mariage. Ses parents et tous ses amis ont essayé de l'amadouer pour qu'elle change de vêtements. Nous lui avons promis qu'elle pourrait toujours garder la robe près d'elle pour le jour où William viendrait, mais elle savait que nous ne pensions pas vraiment qu'il le ferait. C'était comme promettre à votre enfant que vous lui achèteriez un joyeux festin s'il se comporte bien. Personne n'a osé pénétrer son chagrin et la forcer à enlever sa robe. Elle passait la journée avec, dormait avec, se baignait même avec. Comme nous vivons dans un climat chaud et aride, le fait qu'elle reste sèche n'était pas un problème, juste tout le reste. Avec le temps, la robe est devenue sale et malodorante, mais elle refusait catégoriquement de l'enlever. Elle croyait que William ne pourrait pas la repérer dans la foule si elle ne portait pas sa robe de mariée. Il était impossible de la faire changer d'avis, et même si elle voyait un thérapeute 3 fois par semaine, son cas ne s'améliorait pas. Son deuil et son traumatisme se transformaient en une maladie mentale plus sombre et plus permanente. Elle nous a ensuite dit qu'elle avait commencé à parler à William, puis nous a expliqué qu'il était tout près et qu'elle pouvait donc le sentir arriver très bientôt. Il prenait juste un peu de temps parce que voler est vraiment difficile quand on vient d'acquérir ses ailes. Puis, un matin, elle a disparu pour de bon. Personne ne l'a vu partir et personne ne l'a vu du tout après ça. La seule chose que nous avons pu trouver, dans le petit bosquet derrière la maison, c'est sa robe de mariée crasseuse. Elle avait 2 grands trous percés dans son dos, comme si des ailes lui avaient poussé. Après avoir trouvé la robe, tous ceux qui aimaient Pauline étaient soulagés. Sa mère a admis volontiers qu'elle croyait vraiment que William était revenu pour la prendre. D'autres n'aimaient pas trop l'explication surnaturelle, mais le fait de penser qu'il y avait une chance que cela se soit produit nous a permis de tourner la page. Ce n'est pas que nous étions heureux de sa mort, mais nous nous sommes conformés à la possibilité qu'elle trouve enfin la paix. C'était un ange, après tout. Pourquoi ne se ferait-elle pas pousser des ailes pour s'échapper de sa prison de chair? La famille a organisé une magnifique commémoration en son honneur, et lentement, nous avons tous commencé à reprendre notre vie. Maintenant, vous pourriez me demander ce que je crois suite à cette histoire. Je rirais amèrement parce que je n'ai pas ce choix de toute façon. Étant la personne qui passait le plus de temps à surveiller Pauline ces jours-là, il était évident que c'est moi qui la trouve morte dans la baignoire. Se débarrasser de son corps a été la chose la plus difficile. Par contre, je pense qu'elle serait heureuse de savoir que j'ai simulé son ravissement. Une mort romantique et mystique lui conviendrait mieux qu'un suicide. Ce n'est pas mon enfant. C'est tout ce que je pouvais penser. « Chérie, a dit mon mari. est-ce que tout va bien? » « Mais qui est-ce? » dis-je, en regardant fixement la petite fille que je n'avais jamais vue auparavant, debout dans ma maison, habillée avec les vêtements de ma fille. « Où est Lisa? » Mon mari m'a jeté un regard inquiet, et la fille qui n'était pas Lisa avait l'air assez terrifiée. « Qu'est-ce que tu veux dire? » a dit mon mari. « Tu te sens bien? » Pourquoi est-ce qu'il évitait ma question? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de rester calme. « Ça va aller, » ai-je dit, « dès que tu m'auras dit où est notre fille. » Mon mari a froncé les sourcils et les yeux de la petite fille sont devenus humides. Mon mari a posé une main protectrice sur son épaule et s'est penché pour lui murmurer à l'oreille. « Monte à l'étage, chérie. Maman ne se sent pas bien. » La fille n'a pas perdu de temps pour faire ce qu'il lui a dit. Elle a serré ses livres d'école contre sa poitrine et m'a dépassé, se précipitant vers les escaliers. J'ai entendu la porte de chambre de ma fille claquer. Le regard de mon mari était un mélange de pitié et de colère contenue. « Tu n'as pas pris tes médicaments, » a-t-il dit. « N'essaie pas de le nier, je le vois dans tes yeux. » Je n'ai pas besoin, ai-je dit. Ils rendent mon esprit flou à chaque fois que je les prends. La colère sur le visage de mon mari s'est intensifiée. Les lignes de froncement bien dessinées sous ses lèvres se sont creusées. « Tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois que tu as dit ça? »
a-t-il demandé. La suggestion était suffisante. Un essaim d'images brisées et confuses a inondé mon esprit, comme la vague de nausée qui précède le vomissement. Mon mari criait, couvert de sang. « Regarde ce que tu m'as fait faire! » Il criait. « Regarde ce que tu m'as fait faire! » J'ai senti le sol s'incliner sous moi. Et avant de comprendre ce qui s'était passé, je me suis retrouvé à tomber en arrière dans les bras de mon mari. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues et mon corps se convulsait en sanglots violents. Mon mari a doucement brossé mes cheveux et a chuchoté à mon oreille. « Chut! Ce n'est pas réel, chérie. Je te promets, ce n'est pas réel. » J'ai hoché la tête en accord et j'ai laissé me porter jusqu'à notre chambre et m'allonger doucement sur le lit. Il s'est dirigé vers la commode où il gardait le cocktail de médicaments que je prenais chaque jour pour rester saine d'esprit, comme il aimait dire. Je les ai avalés docilement. Peu de temps après, mon esprit s'est embrouillé. Je sentais que je devenais un zombie malléable, à qui on pouvait dire n'importe quoi et à qui on pouvait faire n'importe quoi. Bien sûr, je savais que c'était faux, que cette fille n'était pas Lisa. Je savais que ce n'était pas moi qui étais rendu folle suite à la mort de notre fille, mais bien mon mari. Je savais qu'il avait kidnappé cette fille quand elle était petite et qu'il lui avait fait un lavage de cerveau pour qu'elle croie être notre petite Lisa. Mais plus important encore, je savais que si je ne prenais pas mes pilules, si je brisais son illusion précairement construite, il tuerait la fille et recommencerait, comme il l'a fait la dernière fois.